Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Publication du calendrier électoral dans le cadre de la prochaine présidentielle béninoise par la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'était ce lundi matin en présence de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de la dite élection. Les dirigeants, les dignitaires et adeptes des cultes endogènes ont sacrifié ce dimanche 10 janvier à la tradition de la célébration des religions endogènes, plus connue sous le nom de la fête du Vaudou à Bomey-Calabi. C'est l'arrondissement de Toba qui a abrité les manifestations officielles. Et puis aux États-Unis, les appels à la destitution de Donald Trump se multiplient. Les démocrates sont prêts à lancer de nouvelles procédures de destitution contre ce dernier si Mike Pence ne se résout pas à le démettre de ses fonctions. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public ce lundi le calendrier électoral pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain. Une cérémonie déroulée à Cotonou en présence des représentants des différentes institutions de l'État impliquées dans l'organisation de cette élection et des partisans politiques. Samson Oké, Jean-Baptiste Bokor pour le compte rendu. Le calendrier électoral pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin est désormais rendu public. C'est à travers une cérémonie de lancement officielle tenue ce 11 janvier 2021 à Cotonou. Pour le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, ce calendrier est le fruit de réflexions, de plusieurs concertations entre les membres des différentes institutions impliquées dans l'organisation de cette élection selon les tests de la République. À l'issue de ces concertations, la Sénat a élaboré le calendrier électoral de la présidentielle du 11 avril 2021 que nous avons le plaisir de rendre public au cours de cette rencontre et de le mettre ensuite à la disposition de tous les acteurs du processus électoral ainsi que de l'opinion publique nationale et internationale dans un souci de transparence. La cérémonie de ce jour marque le début du déroulement des 17 activités principales inscrites dans ce calendrier électoral. La publication du calendrier électoral marque ainsi l'enclenchement du processus qui nous conduira à la tenue le 11 avril 2021 du premier tour de l'élection et éventuellement au second tour le 9 mai 2021. Le processus électoral est ainsi lancé au Bénin, un processus au bout duquel le nouveau président de la République qui sera élu prêtera serment le 4e dimanche du mois de mai, soit le 23 mai 2021 selon les modifications apportées à la Constitution du 11 décembre 1990 en novembre 2019 par les députés de la 8e législature. Et puis, je vous propose de suivre à présent l'intégralité de ce calendrier avec la vice-présidente Geneviève Bokor-Nadjo. Elle est au micro de Samson Oké et de Jean-Baptiste Bokor. Nous sommes le 11 janvier 2021 et nous publions le calendrier électoral ce jour. C'est la première activité du processus qui se décline en 17 activités principales. Ensuite, nous allons mettre à la disposition des députés et des maires les formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l'élection présidentielle. Le processus démarre demain et va s'achever le 31 janvier 2021. L'acteur principal, c'est la Sénat. Nous allons publier la liste des pièces à fournir par les candidats à l'élection présidentielle à partir du 12 également. Pour cette activité va s'achever le même jour par la Sénat. Nous allons publier et afficher la liste électorale permanente informatisée l'EPI du 27 janvier au 10 février 2021. Cette publication sera suivie
de l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle. Ce sera du 1er février au 4 février 2021. Nous allons recevoir officiellement la liste électorale permanente informatisée l'EPI actualisée le 10 février 2021, conformément au code électoral. Nous allons publier à partir du 10 février jusqu'au 15 février 2021 la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle. Cette publication sera suivie d'une publication définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 22 au 23 février 2021. Nous allons ensuite remettre le spécimen du bulletin unique aux candidats en liste le 22 février 2021. Puis va démarrer la campagne électorale du 26 mars au 9 mars 2021, pendant 15 jours. Du 26 mars au 9 avril 2021. Cette campagne sera bien entendu suivie du déroulement du scrutin, du premier tour du scrutin, le 11 avril 2021. Nous allons publier les résultats provisoires du premier tour du scrutin à compter à partir du 13 avril jusqu'au 15 avril. On se donne une marge de 48 heures. Il y aura ensuite la proclamation et la publication des résultats définitifs du premier tour des élections entre le 20 et le 25 avril 2021 par la Cour constitutionnelle. Au cas d'un second tour, la campagne commencera du 26 avril pour s'achever le 7 mai 2021. Nous aurons le déroulement du deuxième tour du scrutin le 9 mai 2021. Il y aura la publication des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection par la Sénat entre le 11 et le 13 mai 2021. Et puis la boucle sera bouclée par la proclamation définitive des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, le cas échéant, par la Cour constitutionnelle entre le 18 et le 23 mai 2021. Voilà donc déroulé l'ensemble de notre calendrier électoral. Autre information dans cette édition, la poursuite du périple du président Patrice Athanase Guillaume Talon dans les différentes communes du Bénin. Les communes de Sinandé, Peunko et de Tukuntuna ont accueilli avec ferveur le chef de l'État dans le cadre des 3e et 4e journées de la deuxième phase de la tournée nationale de réédition de comptes du chef de l'État. Le président Patrice Talon poursuit sans relâche sa tournée de reddition de comptes dans les communes du Bénin. À Sinandé, il a été accueilli dans une liesse populaire. Le maire Biokouri Sani au nom de la population. Aujourd'hui, ces populations se résistent de rencontrer en personne le chef du gouvernement que vous êtes. Elles tiennent d'abord à vous témoigner leur gratitude et exprimer leur joie pour le démarrage effectif des travaux de bitumage de la bretelle reliant Guessou Sud à Sinandé d'une longueur de 60 km. Le maire a également exprimé les doléances de la population. Le bitumage de la route reliant Sinandé à Berouboué. Le reprofilage de la voie Koussia-Saoré-Bembereke. La réalisation des ouvrages d'assainissement de quelques rues de la ville de Sinandé. L'extension du réseau électrique dans la commune. Le raccordement en système d'eau de la Sonèbre, la construction des adductions d'eau villageoises dans la commune, la construction d'un stade moderne conforme aux normes internationales. Au président de la République de répondre par ces mots. Quand on regarde le Bénin, mes chers amis, on observe que le chantier a démarré en fait. Ce n'est pas qu'on ne faisait rien dans le passé. Tout le monde constate que le pays, globalement, a pris son destin en main. Ce qui nous a manqué pendant tant d'années, ça y est, ce qui a changé, c'est parce qu'on est devenu plus sérieux. C'est tout. Notre argent, nous ne le dilapidons plus. Et cela suffit pour faire tout ça là.
tout ce qu'on est en train de faire. Cela suffit pour que demain après demain, on fasse le reste. Je voudrais exhorter mes concitoyens à maintenir ce changement-là pour que on continue de protéger l'argent public et que chacun soit riche de son travail et non de l'impôt des pauvres béninois. Après Sinandé, le chef de l'État s'est rendu à Ouassa-Peonko où le maire a exprimé les besoins de la commune. Permettez-moi de porter à votre connaissance que depuis plus de 2 décennies, la commune de Peonko n'a bénéficié d'aucun projet d'assainissement, ce qui justifie l'impraticabilité des voies d'accès dans les quartiers de la ville de Peonko. Nous sollicitons de votre autorité la mise en œuvre d'un projet spécial pour l'assainissement de la ville de Peonko, comme c'est le cas dans les grandes villes du Bénin avec le projet asphaltage. En réponse au maire de Ouassa-Peonko, le chef de l'État a rassuré les uns et les autres. Je voudrais vous rassurer, de dire aux uns aux autres, et surtout de vous informer, demander à vos responsables de vous informer pour connaître l'état d'avancement des dossiers aussi importants pour nous. La route Diougou, Peonko, Kérou, Manikwara est terminée. Je pense que dans 2 ou 3 mois, maximum, les travaux vont démarrer, les entreprises vont commencer à acheminer les engins, vont commencer à installer le chantier. Tokuntuna a également reçu ce 10 janvier le président Patrice Talon. Ce jour qui nous lie, qui nous rappelle notre lien intrinsèque avec nous-mêmes. Ce jour du 10 janvier, qui est le symbole même de notre identité. Et comme il n'y a pas de hasard, passer les premières heures de cette journée sur la terre de Tokuntuna, terre de grande tradition endogène, est pour moi un signe tout particulier. Merci de m'offrir cette opportunité. Le maire de Tokuntuna a égrené un chapelet de doléances, mais avant, il a rappelé quelques réalisations du programme d'action du gouvernement. Les populations de la commune de Tokuntuna, par ma voix, vous en remercient infiniment. Aussi, me charge-t-elle de vous dire, pour sa meilleure satisfaction, elle sollicite vivement l'aménagement et l'assainissement de l'arrondissement central. Le renforcement en enseignant dans nos écoles et collèges. La nécessité de la construction du pont de Tampatou sur le cours d'eau de la Pandjari et celui de Sarka pour desservir la zone série. La construction d'un stade omnisport. Le chef de l'État a rappelé la mission qui incombe à chaque Béninois. Notre mission est de satisfaire nos besoins d'aujourd'hui et de mettre en place le moyen, le modèle qu'il faut pour que le Bénin continue de satisfaire les besoins des générations successives. Et c'est pour ça que ce que nous avons fait, ce nouveau chemin que nous avons pris, le fait qu'on ait mis le Bénin sur les rails, cette renaissance-là, il faut que ce soit préservé, que ce ne soit pas un feu de paille pour que notre construction, nous en continuons d'en être fiers. Nous devons travailler à préserver ça, à renforcer, à consolider, à rendre ça définitif. La délégation du président de la République, Patrice Talon, poursuit sa tournée vers d'autres communes du Bénin où elle est attendue par les populations. Culture, c'est l'arrondissement de Togba qui a abrité ce dimanche 10 janvier 2021 les manifestations de la célébration tournante de la fête du Vaudou dans la commune d'Abomey-Calavi. La présente édition a rassemblé tous les représentants des différentes divinités de la commune d'Abomey-Calavi. Laurent Toneikes pour les précisions. La place Vidaro Ronto à Ouéga, dans l'arrondissement de Togba, a abrité les manifestations officielles de l'édition 2021 de la fête du Vaudou dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arondino et le conseil communal ont donc sacrifié à la tradition en présence des députés de la 6e circonscription électorale. Ce qui nous unit, c'est la culture, c'est le vaudou. Ce sont les valeurs endogènes
à travers cette célébration de la fête endogène, nous sommes en train de valoriser non seulement notre riche patrimoine culturel, mais aussi de faire de nos valeurs traditionnelles une vitrine. Je suis fier de me retrouver parmi vous en cette occasion solennelle pour vous témoigner l'attachement continu de notre pays, de son gouvernement ainsi que du conseil communal d'Abomey-Calavi à la consolidation de notre identité intrinsèque dans une république laïque, multiculturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine multifacette qui nous a été légué par nos vénérables ancêtres, le vaudou et les cultes endogènes qui lui sont similaires. Selon le maire Angelo Arwandinou, la ligne pour révéler le vaudou a été tracée par le chef de l'État à travers le programme d'action du gouvernement. Et le conseil communal d'Abomey-Calavi ne saurait déroger à ce schéma directeur qui met le pays sur l'orbite du développement avec l'avantage d'être en phase avec nos propres réalités authentiques et originelles. Mesdames et messieurs, la perpétuation des célébrations de la fête des religions endogènes a une valeur symbolique sur le plan de la continuité de l'État dans notre pays. Instituée par le président Nicéphore Soglo, elle a été maintenue par les régimes successifs et le régime du nouveau départ lui offre l'infrastructure idéale pour rayonner en tant que fête patrimoniale, touristique et surtout pourvoyeuse de devises. Il a par ailleurs évoqué la reconnaissance de la chefferie traditionnelle dans la loi fondamentale révisée. Un vœu concrétisé du gouvernement qui est un acte majeur qui honore les garants de la culture ancestrale. Il sollicite cependant les prières des chefs traditionnels. Je suis donc venu souhaiter une excellente fête de Vaudou et également passer par la même occasion pour vous solliciter à communier par vos prières à l'avènement continu de la paix et du mieux-être pour chacun et pour tous dans notre commune et dans notre cher beau pays, le Bénin. Les rois du Rouetor et du Rouedo et les chefs traditionnels ont remercié le maire pour l'organisation de la fête et son implication personnelle pour sa réussite. La cérémonie a été clôturée par une séance de prière. Actualité en dehors du Bénin, restrictions sanitaires obligent. Les salles de spectacle n'ouvriront pas avant le début du mois de février au plus tôt en France. Mais la ministre de la Culture se dit prête à s'appuyer sur les études scientifiques pour autoriser les concerts debout. Par contre, en Espagne, un concept test s'est montré concluant grâce à un protocole sanitaire strict, tests de dépistage, masque FSP2 exigé. Aucun volontaire n'a été testé positif au coronavirus. Le monde du spectacle en France espère franchir cette étape en s'appuyant sur ces modèles européens. C'est en bonne voie en tout cas puisque plusieurs syndicats de producteurs prévoient des spectacles tests sur les mêmes modèles que Leipzig et Barcelone. Une mobilisation du monde du spectacle pour sortir la tête de l'eau. Alors dès le mois prochain, en février, un one-man show devrait se tenir à La Cigale, salle réputée parisienne avec une capacité de 900 personnes. 2 autres concerts de 2000 spectateurs cobayes sont à l'étude également à Marseille. L'objectif est de redonner vie aux salles de spectacle à l'arrêt depuis mars 2020, puisque Jean Castex a promis de faire un point sur la situation dès le 20 janvier, mais a aucunement indiqué la possible réouverture de ces salles de spectacle. Du côté de Roselyne Bachelot, eh bien, elle se dit intéressée par ces expériences. Écoutez. Je trouve ces expériences tout à fait intéressantes et je les suis avec un grand intérêt. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont ça s'est déroulé. Tous les spectateurs ont été testés négatifs avant de rentrer dans la salle. C'est de ça dont nous discutons avec les acteurs du spectacle vivant, de la logistique à mettre en place. Est-ce que cela amènerait à labelliser des salles qui seraient pandémie compatibles et d'autres qui ne le seraient pas ?
C'est la question. Un problème de déséquilibre entre les salles pourrait venir effectivement se poser, mais l'espoir est bel et bien permis. Et pour cela, l'exemple espagnol est le modèle sur lequel les salles françaises devraient s'appuyer pour ces futures expériences. Dans le concret, ce que l'on pourrait voir arriver en France, c'est tout d'abord un protocole sanitaire extrêmement strict mis en place pour éviter d'éventuelles nouvelles contaminations. On se souvient qu'à Barcelone, c'est un peu moins de 500 personnes qui se sont rendues à un concert organisé dans une salle d'une capacité de 900 places. Hormis les tests demandés en amont et le port obligatoire du masque FFP2, l'autre mesure du protocole, c'est l'optimisation de la ventilation de la salle et la surveillance de la température ambiante. Lors de l'expérience barcelonaise, 8 jours après, aucun spectateur n'a été testé positif au coronavirus. En tout cas, si ce procédé s'avère concluant, eh bien, ces modèles seront utiles pour tout autre type de rassemblement, tels que des congrès, des cours de fac ou bien encore des matchs de foot. Et dès le mois d'avril prochain, on pourrait mettre en perspective plusieurs études européennes afin de pouvoir voir la lumière au bout du tunnel pour ces secteurs particulièrement touchés depuis le début de l'épidémie. Et puis on en vient à cet appel de l'OMS. Vendredi dernier, l'Organisation mondiale de la santé demande l'arrêt des accords bilatéraux entre États et laboratoires. Elle plaide en faveur d'un accès équitable aux vaccins pour tous les pays. Objectif, éviter une vaccination à double vitesse. Pour plus de solidarité dans la distribution des vaccins, l'OMS et l'Alliance pour les vaccins ont mis en place le COVAX, un mécanisme permettant d'acquérir des doses pour les redistribuer aux pays les plus pauvres. Alors que la compétition fait rage pour obtenir des vaccins, les plus riches sont ceux qui s'en sortent le mieux. À eux seuls, ils ont préempté la moitié des 8 milliards de doses prévues. Les pays à plus faible revenu, soit les 4/5 de la population, doivent eux se partager l'autre moitié. Une disparité vivement critiquée par l'OMS. J'exhorte les pays et les fabricants à cesser de conclure des accords bilatéraux au détriment du COVAX. Aucun pays n'est exceptionnel et ne doit resquiller et vacciner toute sa population alors que certains restent sans approvisionnement en vaccins. Cet appel intervient alors que l'Union européenne a doublé cette semaine ses précommandes du vaccin Pfizer-BioNTech. L'UE, qui avec les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Inde, fait partie de ceux qui ont acheté le plus de doses. Des accords tous azimuts qui ont eu pour conséquence de faire grimper les prix, rendant le vaccin encore plus inaccessible aux pays pauvres. Le COVAX permettrait de mutualiser les achats de doses et de les redistribuer dans l'unique cadre de ce mécanisme, faisant ainsi du vaccin un bien public mondial. Le nationalisme vaccinal nous fait du mal à tous et est voué à l'échec. Mais d'un autre côté, la vaccination équitable sauve des vies, stabilise les systèmes de santé et conduirait à une véritable reprise économique mondiale qui stimulerait la création d'emplois. Vacciner équitablement les populations pour lutter contre le virus sans aggraver les inégalités, c'est là l'autre défi de cette pandémie. Aux États-Unis, les appels à la destitution de Donald Trump se multiplient. Les démocrates sont prêts à lancer de nouvelles procédures de destitution contre Donald Trump si Mike Pence ne se résout pas à le démettre de ses fonctions. La présidente de la Chambre des représentants, quant à elle, demande d'invoquer le 25e amendement de la Constitution des États-Unis. La tension monte à Washington. Depuis hier, des centaines de supporters pro-Trump convergent vers la capitale fédérale à l'appel du président sortant pour le soutenir. Des heurts ont éclaté cette nuit avec les forces de l'ordre. Hier déjà, les commerçants se préparaient à des violences dans la ville en fixant des planches de bois devant les vitrines. Les plus fervents partisans de Donald Trump rejettent comme lui la victoire de Joe Biden et accusent le camp démocrate de fraude. Donald Trump a gagné le soir de l'élection. Ce à quoi nous assistons est une révélation complète de la corruption du système, la façon dont il a été corrompu. Et nous, en tant qu'Américains, nous reprenons notre système.
L'Amérique devrait interdire les démocrates menteurs et tricheurs qui veulent prendre l'Amérique pour le socialisme et non pour les Américains. Ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour eux-mêmes. Ils remplissent leurs poches avec notre argent. Ils n'essayent pas de s'occuper des Américains. Donald Trump n'a pas appelé ses partisans à le soutenir à Washington par hasard. C'est ce mercredi qu'a lieu la réunion du Congrès qui doit officialiser la victoire du président élu Joe Biden. Comme à son habitude, c'est sur Twitter qu'il motive ses troupes. Washington est en train d'être inondé de gens qui ne veulent pas voir une victoire électorale volée par les radicaux de gauche démocrates. Notre pays en a eu assez, ils ne l'accepteront plus. On vous entend et on vous aime depuis le bureau ovale. Make America Great Again. Donald Trump continue d'accuser les démocrates de fraude, mais depuis le 4 novembre, aucun des recours en justice des républicains n'a abouti. Jusqu'à présent silencieux, le président sortant doit donner un discours très attendu cet après-midi face à ses supporters depuis la Maison-Blanche. Et puis, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.